Et si on partait en voyage sur un continent que tout le monde connaît et qui reste pourtant si mystérieux? Ce continent, vous le portez tous les jours. C'est votre peau. Dans Planète Peau, proposé par Codif Technologies Naturelles, nous allons nous frayer un chemin à travers les différents paysages de notre peau. Nous allons rencontrer les populations locales et tenter de comprendre leurs interactions entre elles et avec le monde extérieur. Nous plongerons au cœur de son écosystème et nous retracerons son histoire au fil des âges. Je m'appelle Cécile Coumeau et je serai votre guide. Les Européens sont un peu des Africains décolorés, blanchis. Nous voilà repartis en voyage. Mais cette fois, je ne vous propose pas de parcourir des kilomètres, mais des années. Nous allons donc laisser de côté notre petit avion de tourisme et opter pour une machine à remonter le temps. Attention, ça va secouer puisque je vous emmène visiter la planète Pau telle qu'elle était il y a plus de 3 millions d'années. Notre guide sera Alain Froment, médecin tropicaliste et anthropologue biologiste. Alors, nous sommes à l'époque des Australopithèques et de la célèbre Lucie. Il faut imaginer que nous avions l'apparence de singes poilus. Donc on ressemblait assez aux chimpanzés. Et vers 2 millions d'années, s'est produit un changement radical, probablement lié au fait que ces hominiens, on appelle les hominines en termes techniques, ont quitté la forêt où ils étaient des très bons arboricoles, des très bons grimpeurs, pour conquérir la savane. Et dans la savane, évidemment, on est exposé à un soleil violent, à des températures qui dépassent largement la température de notre corps, qui doit rester autour de 37 degrés. Donc, quand on a 44-45 degrés à l'extérieur, il faut trouver un mécanisme qui va nous refroidir. Ce que les animaux à poil ne peuvent pas faire, ce mécanisme, on l'appelle l'évapotranspiration. Ce système très élaboré repose sur la présence sur toute la planète Pau de glandes sudoripares. Et l'homme en possède environ 10 fois plus que le chimpanzé. La sécrétion de cette sueur liquide va, en s'évaporant, refroidir le corps. Un super système de climatisation qui fonctionne à une condition. Il faut que la peau soit relativement nue. On a donc en fait toujours des poils, on en a même autant que les chimpanzés, mais ils sont beaucoup plus fins, on les voit peu. Et donc ce singe nu, vous le connaissez, c'est l'Homo erectus. Il se tient debout. Il a perdu ses poils. Bref, il commence à nous ressembler de plus en plus, de par sa posture, mais aussi sa peau. Mais l'évolution n'est pas finie. Puisque, bien sûr, ils étaient au soleil, ils ont développé un écran solaire, une molécule qui existe chez tous les animaux, même très loin de notre parenté, une molécule qui s'appelle la mélanine, qui est une substance colorée, noire, et qui sert donc d'écran. Cet Homo erectus a conquis tout l'ancien monde. On retrouve sa trace évidemment en Afrique, mais aussi en Asie du côté de Java. Bref, sa peau a été exposée à des climats très variés auxquels elle a dû s'adapter. Il a fallu, avec la migration hors d'Afrique, faire un compromis entre une couleur de peau qui était gênante quand elle était trop foncée et des ultraviolets qui étaient raréfiés. Et donc, on a perdu une partie de ce pigment. On ne l'a pas complètement perdu, à part chez les albinos, mais les Européens sont capables de bronzer, donc ils ont quand même un souvenir physiologique de la synthèse de mélanine, mais on a perdu en route quelques gènes qui venaient d'Afrique. C'est pour ça qu'on peut considérer que les Européens sont un peu des Africains décolorés, blanchis. Et quand cette humanité moderne a conquis l'ensemble du monde et est arrivé en Amérique il y a peut-être 25 000 ans, après être resté assez longtemps en Asie, les migrants vers l'Amérique, donc les ancêtres des Amérindiens, avaient perdu une partie de ces gènes de couleur de peau africains. De sorte que quand ils sont arrivés, alors ils sont arrivés par les zones très froides, par le détroit de Bering,
là où sont les Esquimaux actuellement, mais ils sont descendus dans les zones intertropicales, bien sûr, en Amérique centrale, dans le nord de l'Amérique du Sud, là où les latitudes et les climats sont identiques à ceux de l'Afrique. Mais comme ils avaient perdu en route une partie de leur gène de couleur de peau, vous n'avez pas des Amérindiens qui sont complètement noirs comme en Afrique. La couleur de notre peau reflète donc les pérégrinations de nos lointains ancêtres. Ces migrations sont inscrites au plus profond de nos gènes. Cependant, notre carnation n'est pas la seule à raconter un peu l'histoire de l'humanité. Sur notre peau, je dirais même au bout de nos doigts, notre filiation avec les chimpanzés est aussi visible. Quand on compare nos mains avec celles des autres primates, on a beaucoup de parenté puisque notre main, comme pour celle des chimpanzés ou des petits singes, elle est faite pour saisir. Donc les singes s'en servent, comme pour leurs pieds d'ailleurs, pour grimper aux arbres, pour attraper les branches, et nous nous en servons pour fabriquer des outils. Il faut remarquer qu'elle est couverte de petits dessins qu'on appelle les dermatoglyphes, les empreintes digitales, et on pense que ces dessins qui sont uniques à chacun d'entre nous, c'est bien sûr comme ça que la police scientifique peut exploiter cette particularité, on pense que ces petits dessins-là, et qu'on trouve aussi donc, chez les chimpanzés, par exemple, sont faits pour une meilleure adhérence, puisque si vous avez une peau lisse, ça va évidemment glisser davantage que si vous avez une peau parcourue de ces micro-sillons-là. Donc, on a, au niveau manuel, une assez grande parenté avec nos cousins les plus proches. Mais revenons à la couleur de notre peau. Cette gamme, qui va du brun très foncé au blanc rosé, repose sur une centaine de gènes. Comme nous l'avons vu, le subtil dosage de pigments dépend avant tout de l'intensité des UV et donc de là où nous nous trouvons sur la planète Terre. Mais d'autres facteurs peuvent modifier notre teint. Plus on est allé vers le nord, plus il a fallu se débarrasser de cet écran solaire qui gênait la synthèse de vitamine D. Mais il y a un système de contournement, puisque la vitamine D, on la trouve dans l'alimentation. Nous-mêmes, nous la stockons dans notre foie. Dès qu'on mange des poissons gras, les sardines, le saumon, etc., ou des viscères d'animaux, eh bien, on peut, par l'alimentation, se recharger en vitamine D. Et il y a donc un cas particulier qui est celui des Inuits, donc des Esquimaux, puisqu'ils vivent dans des zones peu ensoleillées. En plus, ils sont très vêtus. Par nécessité, ils reçoivent assez peu de soleil et pourtant leur teint est plutôt basané. Et eux n'ont pas besoin de fabriquer de la vitamine D par voie cutanée parce qu'ils trouvent tout ce qu'il faut dans leur alimentation qui est à base de mammifères marins et de poissons. Donc ils ont court-circuité la synthèse endogène. Quant aux habitants du nord de l'Europe, ceux qui vivent sur les bords de la mer Baltique, eh bien ce sont eux qui ont la peau la plus blanche. Alors certes, l'ensoleillement n'est pas maximum, mais ce teint laiteux, vous ne devinerez jamais à quoi ils le doivent. C'est un mécanisme assez amusant qui serait lié au Gulf Stream, curieusement. Donc le Gulf Stream, c'est ce courant un peu chaud qui tourne dans l'océan Atlantique, qui vient lécher les côtes européennes, qui nous permet d'avoir des palmiers en Bretagne et qui finit son cours donc, dans la mer Baltique. Donc ce Gulf Stream a permis aux premiers paysans de cultiver du blé très, très au nord. Donc en Ukraine et dans les pays baltes, etc. Et comme dans ces régions-là, non seulement il n'y avait pas beaucoup de soleil, mais en plus, les fibres des céréales de ce blé empêchent l'absorption optimale du calcium par un effet de ce qu'on appelle une chélation, une liaison chimique, eh bien, chez ces gens-là, il fallait vraiment maximiser le rôle du soleil et donc perdre le plus possible l'écran de mélanine et donc devenir très, très blanc. Dans cette partie du monde, les premières traces de la culture du blé remontent à l'âge de bronze, soit environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Plus de 4000 ans plus tard, les habitants des pays baltes ont toujours la peau très claire. Mais si grâce à notre machine à voyager dans le temps, on se rapproche des temps modernes, qu'observons-nous sur la planète peau ? Les migrations de population n'ont pas cessé, bien au contraire,
Et encore une fois, notre peau n'y est pas insensible. Par exemple, vous avez des Européens qui vont soit définitivement s'installer, par exemple en Australie, où c'est le pays où il y a le plus de cancers de peau, parce que ces gens-là, qui sont en général d'origine britannique, donc qui sont d'ancêtres qui ont toujours vécu dans la brume, eh bien, ils se trouvent à des taux d'irradiation d'ultraviolet importants et donc font énormément de cancers de peau. Donc, le gouvernement australien a des politiques très précises de prévention. En sens inverse, les gens foncés qui sont venus s'installer, donc les Antillais et les Africains, à partir du moment où ils séjournent et où ils restent, où ils demeurent, où ils font des enfants, en Europe par exemple, où donc l'irradiation solaire est faible, eux, avec leur écran de mélanine important, ils sont en déficit de vitamine D. Mais alors une question me taraude. Avec le réchauffement climatique, comment notre planète peau va-t-elle évoluer ? Je vous propose donc de changer les réglages de notre machine à voyager dans le temps, direction le futur. Ce réchauffement, il est lié à un effet de serre, il n'est pas lié à une plus grande irradiation solaire. Donc ça ne changera rien à notre couleur de peau. Il fera plus chaud, mais on ne va pas recevoir plus d'ultraviolet. Et puis il y a également le problème de la couche d'ozone qui a été maltraitée par un certain nombre de produits chimiques qu'on a envoyés dans l'atmosphère et qui n'est pas complètement réparée. Or, cette couche d'ozone, elle filtre les ultraviolets et si on l'abîme à cause de nos pollutions, là, on va être davantage exposé au rayonnement. Donc, si c'est simplement l'effet de serre, ça ne change rien à la couleur de peau des gens. En revanche, s'il y a davantage d'irradiation, que ce soit par une activité solaire augmentée ou par une couche d'ozone diminuée, on va être sélectionné vers des couleurs de peau plus foncées. Mais avec les températures qui grimpent, comment notre système de climatisation va réagir ? Les glandes sudoripares, nichées au cœur du derme, vont-elles être débordées ? Nous sommes des primates africains. Nous avons évolué pendant presque toute notre histoire évolutive en Afrique. Nous sommes donc très équipés pour résister à la chaleur. Le gros problème qui s'est posé en sortant d'Afrique, en fait, c'est de résister au froid. Voilà, notre voyage dans le temps est presque terminé. Nous avons parcouru des millions d'années en quelques minutes. Pour finir, je vous propose un dernier petit détour pour découvrir une autre facette de notre planète peau. Toujours un voyage dans le temps, mais beaucoup plus court. Il ne durera que 9 mois. 9 mois. Vous voyez à quoi je fais allusion. Nous allons voir comment la peau se développe in utero. Tout commence dès les premières semaines de vie fœtale. L'épiderme est là. Sous cette enveloppe encore transparente, les vaisseaux sanguins se dessinent. Et cet organe a une origine bien particulière. Embryologiquement, Sylvie Consoli. la peau dérive du même feuillet embryologique que le cerveau. Ce feuillet, on l'appelle l'ectoderme et on le constate après la naissance. Toutes les cellules de la peau sont en relation avec les fibres nerveuses et avec les cellules nerveuses. Et donc, ces connexions restent très importantes tout au long de la vie. Sur cette origine commune, c'était bien évidemment toutes les découvertes qu'on a fait ultérieurement, toutes les découvertes psychiques, psychologiques, autour de l'importance, en effet, des échanges tactiles. Ah non, tu dis non, tu dis non. Au 2e mois, l'épiderme a pris de l'épaisseur. Il possède ses 3 couches. Et le derme se développe. Les récepteurs du toucher apparaissent dès la 8e semaine, progressivement. Ça y est, le fœtus est équipé de son tout premier sens, le toucher. Au 3e mois, la peau du crâne se recouvre de petits cheveux fins. Ce lanugo va peu à peu couvrir tout le corps. Ces poils ne disparaîtront et encore pas totalement que vers la 30e semaine. Au 4e mois, les premiers vaisseaux sanguins commencent à approvisionner la peau en sang. Au 5e, les glandes sudoripares sont maintenant bien réparties sur toute la planète peau. Au 6e mois,
la peau se recouvre d'une substance cireuse, le vernix caseosa, littéralement vernis de fromage. La peau in utero, Pierre-Yves Morvan. elle est d'abord particulièrement riche en lipides. Il y a un élément qui la recouvre et qui va permettre justement d'éviter qu'il y ait un excès d'eau en fait à rentrer dans la peau. Il va y avoir une certaine imperméabilité. Parce qu'en effet, le bébé baigne dans un liquide amniotique. Il est dans de l'eau. Et pour éviter, on le sait tous, nous, quand on reste longtemps dans l'eau, dans notre bain, on va avoir la peau qui va changer aussi d'aspect. Elle va avoir un aspect aussi, non pas ridé, mais on va avoir un aspect un peu particulier. Donc, évidemment, la peau du bébé doit se protéger de cet excès d'eau par la présence d'un liquide très riche en lipides qui va la protéger. Au 8e et 9e mois, la peau devient plus épaisse et plus résistante. Il est temps de se préparer à affronter le monde extérieur. Bébé est là, avec sa peau toute neuve, à la douceur infinie. Dans le prochain épisode, nous verrons comment cette enveloppe d'une infinie sensibilité va aider ce petit être à communiquer avec son environnement et plus globalement à grandir. Retrouvez notre podcast Planète Peau sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube et sur le site internet codif-tn.com.